Bonjour, c'est Aliénor Maroc. Je suis ravie de vous retrouver pour le chapitre 8 des Anges d'acier qui s'intitule Papa Ours. Donc la bande sonore du jour en fond, il y aura Raymond Legrand et son orchestre, Eliane Celis, Jacques Pils et peut-être Réventura, si jamais le temps d'enregistrement le permet. Ce sont là encore des chansons des années 1940, donc que nos héros ont pu écouter à la radio ou sur leur disque. Nous retrouvons Saint-Ange, qui a un nouveau surnom. Dis-moi que je suis sur la base. Le rythme me va bien. Le temps y est plus agréable qu'en Libye. Il y fait beaucoup moins chaud, même si je suis content que l'été arrive. On est en bord de mer en plus. J'ai vraiment une affectation plaisante. Les missions en elles-mêmes sont intéressantes aussi. Et j'apprécie de varier les vols et les avions. Pourtant, aujourd'hui, je suis en train de me prendre la tête. J'argumente depuis un peu trop longtemps avec un crétin d'ingénieur qui me soutient que pour mieux protéger les avions, il faut blinder les ailes. Bien entendu, il faut que ça arrive quand Thomasin est parti. Michel, mon ami, tu me manques beaucoup aujourd'hui, et surtout ton appui technique. Le ton commence à monter malgré la présence du colonel Berthier dans le bureau. Et moi, je vous dis que ce sont les carlingues qu'il faut blinder, surtout au niveau des moteurs. Mais puisque nos analyses démontrent que ce sont les ailes les plus touchées de Saint-Amand, soyez raisonnable, écoutez Kéro. Il a beaucoup travaillé sur les analyses des avions en retour de mission. Ses conclusions sont scientifiques. Avec tout mon respect, mon colonel, ces conclusions sont faussées. Elles ne tiennent pas compte d'une donnée. Les avions qui ne sont pas rentrés parce que crashés en mer ou en territoire ennemi. Et ceux-là sont touchés dans les moteurs. Appelez les autres pilotes si ma parole ne suffit pas. Ne me prenez pas comme ça de Saint-Amand. Kéro a travaillé avec le plus grand sérieux. Mais pas avec les équipes de terrain, les pilotes, les copilotes, les mécaniciens. C'est de la théorie fumeuse ce travail. Et ça va coûter des appareils qu'on a déjà en nombre limité et des vies humaines qu'on ne peut pas se permettre de gaspiller. Je vais récupérer assez régulièrement des gars tombés en France pour savoir ce qui leur a valu de s'éjecter au risque de se faire capturer par les Allemands. Jumier! Alors que le colonel Berthier donne de la voix, ce petit gras de papier passe la tête par la porte. Mon colonel, allez me chercher Champion et son équipe. Je les veux tous les trois dans mon bureau plus vite. Moins de 5 minutes plus tard, Stilbert, Frémont et Grimaud sont au garde à vous dans le bureau du colonel. Il les fait mettre au repos. Messieurs, je vous ai fait venir pour trancher sur un désaccord. Kéro, notre ingénieur, me soutient qu'il faut blinder les ailes. Or, votre collègue ici présent affirme, lui, qu'il faut blinder les carlingues. Vos avis? En tant que pilote, monsieur, et pour l'avoir vu en mission, je pense avec tout le respect que je dois à Kéro que c'est Saint-Ange qui a raison. Les gars ne s'éjectent que quand les moteurs sont touchés et s'enflamment. Quand ce sont les ailes, on arrive à gérer pour rentrer. Je valide aussi, monsieur. En copilotage, on a plus de temps pour observer. Parfois même, les gars n'ont pas la possibilité de s'éjecter parce que si les balles touchent le réservoir d'essence, tout s'enflamme. Berthier se tourne vers Grimaud qui n'a pas encore parlé. Le visage de Kéro est en train de passer progressivement par diverses teintes de rouge de plus en plus foncées. Je pense qu'il faudra examiner de près l'avion de Chérubin quand il va rentrer de vol. À mon avis, il y a des choses à en apprendre. Oh, le gamin qui fait des Europostales? Vraiment? Je tape du poing sur la table. Le gamin, comme vous dites avec tant de condescendance, a effectué plusieurs transports de passagers entre la France et l'Espagne jusqu'en 1942. Et c'est d'Espagne qu'il est arrivé. Donc son avion a sûrement des particularités intéressantes à étudier. En plus, il est le seul à savoir le faire démarrer et l'entretient lui-même. Je pense que s'intéresser à ses connaissances techniques peut nous être très profitable. Stilbert me soutient. J'apprécie. En même temps, depuis 1 mois et demi, le gamin est devenu notre poulain à tous les deux. J'étais inquiet au départ de le laisser avec un enfoiré pareil. Mais elle réagit mieux que pour les femmes. Il faut dire que depuis que je suis à nouveau sur le marché, je me rattrape. Et que certaines du personnel de la bâche sont peu farouches. Et puis on est en guerre, les priorités changent.
Et il semblerait que du coup, je chasse accidentellement sur son terrain parfois. Donc la suite de la discussion est donc remise au lendemain, puisque Michel et Félicien doivent revenir en fin d'après-midi, et que leur retour doit amener quelque chose, ou quelqu'un, qui va mobiliser l'état-major pour quelques heures. En sortant, je vois Grimaud tendre la main à Frémont qui lui file un paquet de clopes tout neuf. Il l'ouvre, se sert et nous en propose à tous. Frémont en accepte une, mais ni Gabriel ni moi n'en voulons, nous ne fumons pas, contrairement à beaucoup. Je n'ai pas le temps d'ouvrir la bouche que Stilbert questionne son équipe. Vous avez parié à quel sujet? Enfin, patron, je vois pas de quoi tu parles. Jean, Marcel, accouchez tout de suite. Vous avez parié quelque chose sur Saint-Ange et sur moi ou sur les deux? J'exige de savoir. J'avoue que ça m'intéresse aussi, messieurs, surtout vu vos airs goguenards. Les gars se regardent, tirent sur leurs cigarettes, recrachent leur bouffée de fumée en l'air. Ils savent que ni lui ni moi n'aimerions la prendre au visage. Ces hommes sont des farceurs, mais pas méchants. Je tiens cependant à savoir ce qui se trame, surtout que j'ai la forte intuition d'être concerné. Marcel Frémont se décide. On a parié sur le fait que vous seriez d'accord ou en désaccord la prochaine fois que le sujet de sage ressortirait. J'ai parié sur un désaccord, Jean sur un accord. Il a gagné. Vous avez soutenu le gamin comme si c'était le vôtre. Ah, ça c'est clair. Vous seriez ses parents, que vous ne vous seriez pas mieux entendu pour le mettre en valeur. D'ailleurs, ça commence déjà à faire jaser dans l'escadrille. Jaser? Comment ça? Et Belgrand au milieu de tout ça. Oh, le comte jaloux, il boude dans son coin et on l'y laisse. Disons que quand il s'agit de le sage, on a un chouïa l'impression de voir un couple avec son enfant, quoi. Et ça va jusqu'où tout ça? Ben, on vous surnomme Papa Ours et Maman Poule? Si ma tête vaut celle de champion, on doit avoir des mines sérieusement consternées. D'accord, on entraîne le petit et on prend ça à cœur. Mais là, les gars abusent. Je pense que si vous avez le temps pour des conneries de ce genre, vous avez le temps d'astiquer et de ranger le hangar comme si on attendait la visite du général de Gaulle en personne. Une minute, Raphaël, si tu veux bien. Qui est qui dans votre répartition absurde, là? Les gars se regardent. Jean se fait un plaisir de nous en renseigner. Sourire narquois aux lèvres. Il s'adresse à Gabriel en premier. Bah, toi, c'est Maman Poule, hein, parce que mine de rien, tu le couves ton poussin. Et Raphaël, c'est Papa Ours. Parce qu'il est plus renfermé, puis qu'avant de râler, il grogne. Filez! Et je veux pouvoir me servir du Spitfire comme d'un putain de miroir.